Bienvenue à nouveau sur l'Axe de la vérité. Un président américain a encore failli être assassiné lors d'un dîner rempli de cette même classe médiatique qui, depuis des années, banalise exactement la rhétorique qui fait passer la violence politique pour morale. Les mêmes personnes qui ont fait de cette haine une marque politique feignent maintenant la surprise que quelqu'un ait cru à leur discours. Allons-y. À présent, le suspect a été identifié par les forces de l'ordre comme étant Cole Thomas Allen, un homme de 31 ans originaire de Torrance, en Californie. CBS a rapporté qu'il s'était enregistré à l'hôtel la veille, avait voyagé en train de Los Angeles à Chicago puis à Washington et avait été vu sur les vidéos de surveillance franchissant en courant le contrôle de sécurité devant la salle de bal. Les enquêteurs ont saisi un téléphone et d'autres appareils, cherchant à obtenir des mandats de perquisition et analysant des écrits trouvés à l'hôtel dans l'enquête sur le mobile. On sait déjà qu'Allen a envoyé des écrits à sa famille avant l'attaque et qu'un membre a alerté la police par inquiétude. Il a envoyé un manifeste de 1052 mots à sa famille environ 10 minutes avant l'attaque, le signant comme Cole, force froide amicale, assassin fédéral Allen. Dans cette lettre, il a qualifié ses cibles de responsables de l'administration Trump. Maintenant, la procureure générale Todd Blanche a déclaré que, selon les premières conclusions, il semblait que le suspect visait des membres de l'administration Trump, y compris Trump lui-même. C'est bien ce que nous avons constaté dans le manifeste. Allen est en fait une ancienne étudiante de Caltech qui a ensuite obtenu une maîtrise en informatique à Cal State Dominguez Hills et a travaillé à plusieurs reprises pour C2 Éducation, une société de tutorat à Torrance. Il était obsédé par Trump et a même contribué une petite somme à la campagne de Kamala Harris en octobre 2024. Et ses réseaux sociaux étaient également remplis de propos anti-Trump et anti-chrétiens. Soyons donc très clairs sur ce que c'était. Ce n'était pas un incident de sécurité aléatoire ni un moment de chaos politique américain. C'était une tentative d'assassinat politique. Et les premiers éléments montrent un suspect qui avait absorbé exactement l'univers moral que la gauche moderne promeut depuis des années. Regardez par vous-même. Il faut qu'il y ait de l'agitation dans les rues tant qu'il y en a dans nos vies. Ennemi de l'État. Montrez-moi où il est dit que les manifestations doivent être polies et pacifiques. Fais quelque chose à propos des pratiques d'immigration de ton père, espèce d'incapable. Quand il tombe bas, nous, on ne peut pas en faire autant. Comment fais-tu pour ne pas courir et lui tordre le cou? La plus grande menace terroriste dans ce pays, ce sont les hommes blancs, la plupart d'entre eux radicalisés à droite. À quand remonte la dernière fois qu'un acteur a tué un président? Ils vont quand même devoir sortir et mettre une balle dans Donald Trump. Et c'est un fait. Regardez, son personnage se fait poignarder à mort. Où est John Wilkes Booth quand on a besoin de lui? C'est ça, juste là, affiche-le. J'ai beaucoup pensé à faire exploser la Maison Blanche. Une sénatrice de l'État du Missouri fait l'objet d'une enquête du Secret Service après avoir déclaré qu'elle espérait que le président Trump soit assassiné. Je vais aller éliminer Trump ce soir. Et si vous voyez quelqu'un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, à une station-service, vous sortez et vous formez un attroupement. Et vous les repoussez. Et vous leur dites qu'ils ne sont plus les bienvenus de toute façon. Est-ce étonnant que les gens perdent la tête quand c'est ce genre de propagande qui leur est injectée dans la tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Trump, c'est Hitler. Les républicains sont des fascistes. Les chrétiens sont des oppresseurs. L'Amérique est maléfique. Israël est génocidaire. L'Occident est le problème. Si on entend tout cela assez longtemps, quelqu'un finit par penser que la violence devient de la résistance. C'est exactement ce que la secte mortifère Free Palestine prône depuis plus de 2 ans. Et c'est là que l'histoire devient encore plus sinistre, car l'homme qui s'est présenté au Washington Hilton n'est qu'une partie de l'histoire. La suite, c'est la machine qui a appris à des gens comme lui à banaliser la violence politique. Et même si nous l'avons vu à droite avec l'adhésion tordue à des ordures nazies comme Nick Fuentes, cela progresse aussi à gauche, qui banalise soudainement l'un des antisémites les plus révoltants de la sphère publique. Et c'est là qu'intervient Hassan Piker. Hassan Piker n'est pas un streamer quelconque dans un sous-sol avec 3 abonnés et un anneau lumineux. Il est devenu en quelque sorte le nouveau chouchou de la gauche. L'un des commentateurs politiques de gauche les plus influents. Avec des millions d'abonnés, un immense public jeune et une plateforme qui a fait de lui l'une des principales portes d'entrée de la génération Z dans la politique de gauche. L'ADL a estimé son nombre total d'abonnés sur les réseaux sociaux à environ 11,3 millions en avril de cette année. Et, soit dit en passant, il est aussi le neveu de 5 Ouïghurs. Je pense que la haine des Juifs est une tradition familiale.
Mais quand on regarde sa gigantesque plateforme de gauche et l'usage qui en est fait, il est très clair qu'il ne s'agit pas simplement du jeu de rôle socialiste habituel d'un homme devenu riche en vendant la révolution à des enfants sur Twitch. Il a activement utilisé sa plateforme pour normaliser l'idée que la violence politique est drôle, justifiée ou même nécessaire lorsqu'elle vise les personnes qu'il considère comme les bonnes cibles. Regardez. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, les propriétaires qui possèdent des biens là-bas choisissent simplement de ne pas les louer du tout. Oui. Tuez-les. Tuez-les et massacrez ces enfoirés dans la rue. Que les rues soient inondées de leur putain de sang rouge capitaliste, mec. C'est ce que des millions de jeunes reçoivent de la part des nouveaux favoris de la gauche, les radicaux en ligne. Et le voici en train de justifier le meurtre du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, qu'il a jugé coupable de meurtre social. Regardez. Engels a écrit sur le concept de meurtre social. Et Brian Thompson, en tant que PDG de United Healthcare, se livrait à un meurtre social à très grande échelle. Les formes de violence systématisées, la violence structurelle de la pauvreté, le système de santé à but lucratif et à accès payant dans ce pays. Et les conséquences de cela sont d'énormes quantités de souffrance, d'énormes quantités de violence, d'énormes quantités de morts. Et c'était une histoire fascinante pour moi parce que Marie est très draconienne en ce qui concerne le crime et la punition. Elle voit les choses de façon très manichéenne sur cette question. Et pourtant, à cause de la souffrance généralisée que le système de santé privé avait créée pour l'Américain moyen, j'ai vu tant de gens comprendre immédiatement pourquoi cette mort avait eu lieu. Ce type est tellement idiot. Je ne peux pas, c'est presque douloureux pour moi de simplement l'écouter. Non seulement il est complètement idiot en matière de politique économique, mais ses acrobaties mentales pour justifier ses crimes horribles contre des innocents et même ses justifications elles-mêmes. Dans cet extrait, il parle de la sévérité des punitions en Amérique. Tu es sérieuse? Tu es turc, mec. Regarde ce que fait la Turquie. Regarde ce que font tous les pays islamiques, que tu aimes tant et que tu défends autant. Regarde comment ils gèrent la criminalité et les punitions. L'hypocrisie est sidérante. Mais crois-le ou non, c'est encore pire. N'oublions pas que Hassan Piker a littéralement appelé à l'assassinat du président Trump. Et t'as même écrit à ce sujet. Il y a une excellente vidéo où tu disais, tu sais, que quelqu'un devait le faire. Tu vois, quand je dis ça, tout le monde sait exactement ce que je veux dire. Ce qui montre, je pense, qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment et un potentiel inexploité, un potentiel révolutionnaire inexploité, en fait. Je pense que c'est une excellente opportunité pour s'organiser. Potentiel révolutionnaire. Eh bien, il explique très clairement ce qu'il prône exactement. Et nous l'avons vu après le 7 octobre lorsqu'il faisait la promotion du Hamas et défendait exactement ce que le Hamas a fait le 7 octobre. Et il a réitéré cela récemment aussi, en se disputant avec un étudiant à l'université de Cambridge, essayant de défendre le viol et les abus commis par le Hamas le 7 octobre comme étant légitimes. Regardez. Je pense qu'il est important de comprendre le contexte historique dans lequel la résistance violente est là. Contexte pour tuer des centaines d'adolescents. Est-ce que... Je pense qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel la résistance violente a évolué, que ce soit le Hamas ou n'importe quel autre mouvement militant. Ce ne sont pas des monstres barbares, ce sont des atrocités horribles qu'ils ont commises, n'est-ce pas? Mais cela ne vient pas d'une sorte de tendance antisémite archaïque ou du désir de sortir pour commettre des viols de masse. Penses-tu qu'ils accepteraient ces violences, puisqu'ils tuaient des citoyens? Non. Non. C'est peu probable. Oui, ils ne sont pas motivés par l'antisémitisme. Ils lisent Mein Kampf en arabe, scannent des slogans appelant à tuer tous les juifs et veulent éliminer le seul État juif. Bien sûr, rien d'antisémite là-dedans, Hassan. Un homme avec des millions de jeunes abonnés regarde ce massacre d'Israéliens le 7 octobre, écoute les témoignages et les reportages sur les violences sexuelles, observe le pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Et sa conclusion morale, c'est que cela ne change rien pour lui. Bien sûr que non. Dans l'idéologie suprémaciste islamiste soutenue par Hassan Piker, les Juifs ne sont pas humains, les Israéliens ne sont pas victimes, les Américains ne sont pas innocents et les chrétiens ne sont pas égaux, mais tous vus comme symboles d'oppression. En transformant des humains en symboles d'oppression, on les déshumanise et justifie presque tout ce qu'on leur inflige.
Et c'est pourquoi la déshumanisation opérée par Hassan est si dangereuse. Maintenant, après tout cela, on pourrait penser qu'il serait persona non grata, mais dans les médias de gauche ou même dans les grandes institutions académiques, il le célèbre. Nous assistons à une banalisation de la culture politique où la violence contre les personnes dont vous ne partagez pas les idées est légitimée. C'est la banalisation intentionnelle du tiers-mondisme, alimentée par la propagande et la subversion de l'extrémisme islamiste et d'extrême gauche. Au lieu d'être traité comme un extrémiste toxique par la classe médiatique, Hassan Piker est considéré comme un phénomène culturel. Le New York Times lui a consacré un portrait dans le cadre du nouvel univers médiatique de gauche et la presse le présente depuis des années comme un moyen d'atteindre les jeunes électeurs. Au lieu de se demander pourquoi ce pont semble continuer à mener directement à l'anti-américanisme, à l'antisémitisme et même à la violence politique. Récemment, il a donné des conférences aux étudiants de Yale, du Michigan et de Stanford. Voilà le genre de conneries qu'ils transmettent à la future génération de dirigeants. Un système moral qui est devenu tellement pourri qu'il ne peut plus faire la différence entre les victimes et les terroristes, entre la démocratie et la tyrannie, entre une société libre et un culte de mort islamiste qui essaie de les détruire. Mais bien sûr que les responsables politiques prennent leur distance avec ces idéologies violentes, non? Ce ne sont pas les démocrates actuels. Voici Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders en train de discuter avec Hassan Piker. Pendant ce temps, Bernie a publié ceci au comble de l'ironie. Et qu'en est-il de Zoran Mamdani, le maire socialiste de New York qui aime les terroristes? Mamdani est devenu la figure emblématique de la gauche politique new-yorkaise, une figure montante qui a été adoptée par ce même mouvement. Ce mouvement pense que Hassan Piker est un génie parce qu'apparemment, la barre pour être un génie, c'est maintenant de faire du streaming pendant des heures, tout en expliquant pourquoi chaque tyran anti-occidental est en réalité incompris. Maintenant, Mamdani lui-même est apparu dans l'émission de Hassan Piker et il a même partagé un dîner avec Piker avant d'assister à un seder de Pessa dans le cadre de sa campagne municipale. Piker a également été mis en avant lors de la fête de victoire électorale de Mamdani à New York. Et maintenant, il fait semblant d'être contre la violence politique. Vraiment? Mamdani a cofondé la section étudiants pour la justice en Palestine à son université, un écosystème politique où mondialiser l'intifada est devenu un slogan sur les campus. Et Mamdani a à plusieurs reprises refusé de condamner cette expression lors de multiples interviews, même lorsque des Juifs ont souligné que les intifadas étaient des vagues de violence comprenant des attentats suicides et des attaques terroristes qui ont tué plus d'1 millier d'Israéliens. Alors que Mamdani prétend aujourd'hui condamner la violence politique, il est issu d'un mouvement qui a passé des années à idéaliser l'intifada, à terroriser les étudiants juifs américains, à excuser le Hamas et à faire de la haine anti-israélienne une condition de crédibilité à gauche. Nous avons vu exactement où cette rhétorique a mené à l'Université Columbia. Des militants anti-israéliens ont envahi Hamilton Hall pendant les campements sur le campus. Ils se sont barricadés à l'intérieur et les responsables de l'université ont déclaré que des membres du personnel avaient été retenus contre leur gré pendant la prise de contrôle. Et quelle a été la réaction d'une grande partie de la gauche? Des gens comme Mamdani ou Hassan Piker? Pas de l'horreur, ni de la honte, ni même la compréhension élémentaire qu'un adulte devrait avoir, s'emparer de bâtiments et y retenir des employés. Ce n'est pas un mouvement pour les droits civiques. Non, des personnes comme Piker ont appelé ça de la résistance. Parce qu'une fois que la gauche totalitaire décide qu'une cause est sacrée, chaque acte commis en son nom est rebaptisé justice. Exactement la même logique morale qui excuse le 7 octobre et blanchit le Hamas. Ce n'est pas ainsi qu'une société civilisée gère des griefs politiques ou sociaux. Les médias ont aussi leur part de responsabilité. Non pas parce qu'un article a poussé quelqu'un à agir, mais parce qu'à cause de leur haine démente envers le président Trump, les médias ont contribué à bâtir toute une culture qui banalise l'extrémisme. Ils ont donné la parole aux radicaux et édulcoré les slogans. Tout cela pour blanchir les islamistes et autres fanatiques qui détestent l'Amérique et l'Occident. Les ennemis de l'Amérique n'ont pas à vaincre militairement les États-Unis s'ils peuvent pousser les Américains à haïr leur pays, leur histoire, leurs voisins et à percevoir leur liberté comme de l'oppression. Et c'est cela, la campagne visant à diaboliser l'Amérique et à démoraliser le public en faisant passer les libertés fondamentales pour du fascisme et en présentant la violence islamiste comme une forme de libération. Malheureusement, la gauche comme la droite américaine sont devenus des vecteurs parfaits pour cela. Cette tentative d'assassinat ne sort donc pas de nulle part. Elle vient d'une culture politique qui crie depuis des années que Trump est un dictateur, que l'Amérique est maléfique, qu'Israël est génocidaire, que la résistance et l'intifada du Hamas sont justes et que la violence n'est mauvaise que lorsqu'elle vient du mauvais camp.
Et maintenant, après qu'un homme armé a tenté d'assassiner le président des États-Unis et son administration, on est tous censés faire semblant d'être surpris par le problème. Ce n'est pas surprenant. C'est idéologique et cela est vendu chaque jour aux jeunes par ceux-là même qui seront les premiers à nier toute responsabilité lors de la prochaine attaque. Les États-Unis s'apprêtent à discuter avec le régime islamique iranien à Islamabad cette semaine, alors que les délégations étrangères s'installent. Et pendant un moment, il semblait que le régime islamique se préparait à négocier, du moins d'une certaine manière. Mais sans surprise, tout s'est effondré avant même d'avoir commencé. Et ce qu'il nous reste, ce n'est pas un échec diplomatique, mais quelque chose de plus révélateur sur qui dirige réellement la situation en ce moment. Et ce ne sont pas les Iraniens qui venaient de négocier. Ce week-end, le président Trump a annulé la délégation américaine au Pakistan qui comptait notamment Steve Witkoff et Jared Kushner. Il a clairement dit que si le régime voulait discuter, il pouvait appeler, ce qui revient à dire qu'il n'y a jamais eu de négociations sérieuses dès le début. Au même moment, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se déplaçait entre Islamabad et Mascate, tenant des réunions avec des acteurs régionaux, alors même que les responsables iraniens affirmaient publiquement qu'aucun entretien direct avec les États-Unis n'était même prévu. Pendant ce temps, Ghalibaf, qui avait pris part aux précédentes négociations, a totalement quitté l'équipe en raison présumée de pression des gardiens de la Révolution. Désormais, la question n'est plus de savoir si un accord va être conclu ou qui va capituler, mais plutôt de savoir qui exactement serait capable d'en conclure un du côté iranien. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'autorité décisionnelle fonctionnelle claire qui puisse négocier, s'engager et surtout mettre en œuvre le moindre accord. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez actuellement semble être de l'agitation sans résultat concret. Le fait fondamental est que le système traverse une crise de leadership qu'il ne peut admettre publiquement. Et cette crise tourne autour de Mujtaba Khamenei, qui avait été désigné comme successeur et garant de la continuité, censé maintenir la cohésion du système. Et pourtant, depuis qu'il a été déclaré guide suprême, il a été largement absent de la scène publique. Sans images vérifiées fiables, sans apparition publique qui établisse son autorité, et seulement des fragments, des rumeurs et des signaux symboliques qui soulèvent en réalité plus de questions que de réponses. Le signal le plus étrange est venu de Mashhad cette semaine, où une fresque honorant les dirigeants du régime tués par Israël aux États-Unis semblait inclure Mojtaba Khamenei parmi les morts, ce qui est le genre de détail qui ne devrait pas exister si un régime est sûr de qui est vivant, qui dirige et qui est aux commandes. Regardez ça. Je puisse... C'est amusant car beaucoup étaient surpris de voir la photo de Mojtaba là-bas. Et même si ce clip ne confirme rien en soi, il accentue l'incertitude au sein du système concernant la structure même de la direction du régime. Cela montre encore que les gardiens de la Révolution prennent les décisions. Ils ne sont pas seulement dans le système, ils sont le système aujourd'hui. Et ils tentent de consolider ce contrôle à la fois sur les décisions militaires et sur la posture diplomatique, tandis que les figures civiles du régime continuent de faire semblant de gouverner sans aucune réelle autorité et certainement sans mandat du peuple. Vous n'avez pas à deviner que tout cela se passe, car vous pouvez en fait le voir en temps réel à travers les propres contradictions du régime, y compris les déclarations du président iranien Massoud Pezeshkian, qui a publiquement déclaré début mars que le régime ne tirerait plus de missiles sur les pays voisins et qu'aucune attaque n'aurait lieu à moins que l'Iran ne soit directement attaqué en premier. Il s'est même excusé auprès des États de la région pour les frappes précédentes. Et puis, presque immédiatement, des missiles et des drones iraniens ont continué de frapper à travers la région, avec des projectiles signalés au-dessus ou dans l'espace aérien. Dans des endroits comme le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et d'autres États du Golfe, ainsi que des bureaux régionaux qui ont accusé Téhéran d'escalade, cela a clairement montré que les paroles du président ne correspondent pas aux actions de l'État. C'est un système où le président ne contrôle pas et parfois même ne sait pas ce qui se passe avec l'armée. Nous avons vu le même schéma apparaître sur le plan diplomatique, où des personnalités dites modérées ou réformatrices manifestent un intérêt pour la négociation, y compris des discussions sur la désescalade et le dialogue avec les États-Unis. Mais ces positions sont immédiatement annulées ou sapées par des personnalités radicales au sein du CGRI. Désormais, selon les rapports, des commandants du CGRI,
dont Ahmed Baïdi et des personnalités alliées, sont intervenus pour bloquer ces initiatives. Pour désamorcer la situation, notamment en empêchant la réouverture du détroit d'Ormuz, ainsi qu'en écartant les canaux diplomatiques. Cela aurait permis aux discussions d'avancer. Ce qui signifie que même lorsque des personnalités civiles proposent une position, la décision finale revient à d'autres instances. C'est pourquoi, même lors d'un supposé cessez-le-feu, les gardiens de la Révolution ont continué leurs actions agressives dans le détroit d'Ormuz, attaquant des navires et contredisant toute affirmation de désescalade du régime. En même temps, la pression économique exercée sur le régime avec ce blocus ne fait pas qu'augmenter. Elle vise en réalité le cœur même du mode de survie du régime. Le blocus du détroit d'Ormuz imposé par Trump ne ralentit pas l'économie iranienne. Il la paralyse complètement. Et les chiffres sont simples et très dévastateurs. Environ 276 millions de dollars par jour de pertes à l'exportation et 159 millions de dollars d'importations perturbées. Cela représente donc un total d'environ 435 millions de dollars de pertes chaque jour, soit l'équivalent de 13 milliards de dollars par mois. Et la majeure partie de ces pertes provient du pétrole, car l'Iran exporte environ 1,5 million de barils par jour, générant environ 139 millions de dollars par jour. Presque tout passe par l'île de Karj, qui gère 92% des exportations de brut et n'a pas de véritable itinéraire alternatif, ce qui signifie qu'un blocus ne réduit pas les revenus. Il les efface complètement. Voici le point crucial. L'Iran n'a qu'environ 13 jours de stockage avant de devoir fermer ses puits de pétrole. Et quand cela arrive, les dégâts sont permanents, avec jusqu'à 500 000 barils par jour de production future perdue, ce qui se traduit par des milliards de revenus qui ne reviendront jamais. C'est pourquoi le blocus de Trump n'est ni un jeu de sanctions ni un levier de négociation. C'est un point de rupture structurelle parce qu'il peut couper l'argent qui finance l'État, le CGRI et tout ce système. Alors, quelle est la réponse? Écoutez le peuple iranien. Alors que le régime peine à fonctionner, le prince héritier Reza Pahlavi, principale figure d'opposition, a passé la semaine en Europe à combler le vide et à apparaître comme la seule vraie figure de toute cette affaire, qui comprend réellement ce qu'est le leadership, en dialoguant directement avec les médias et les décideurs européens, tout en dénonçant leurs années d'hypocrisie et d'engagement ratés avec le régime. Regardez. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai tenu 2 conférences de presse. L'une à Stockholm et l'autre hier à Berlin. Entre les deux, plus de 150 journalistes étaient présents. Nous avons passé plus de 2 heures ensemble. Et pendant ces 2 heures, pas un seul des 150 journalistes ne m'a posé de questions sur les 40 000 Iraniens massacrés dans les rues de mon pays les 8 et 9 janvier. Pas un seul des 150 journalistes ne m'a interrogé sur les 19 prisonniers politiques exécutés au cours des 2 dernières semaines. Il est clair pour moi que mes 40 000 compatriotes courageux et innocents qui ont été massacrés dans la lutte pour la liberté comptent peu pour ces journalistes. Ils semblent plus intéressés à critiquer l'Amérique, à demander pourquoi les États-Unis et Israël ont tué le dictateur qui a massacré notre peuple pendant 47 ans, qu'à critiquer le régime, à cause de la situation. Alors sachez ceci. Que l'Europe soit avec nous ou non, que vos journalistes fassent leur travail ou non, que vos politiciens fassent preuve de courage ou non, je me battrai pour mon peuple et mon pays. Même si nous devons le faire seuls, nous nous battrons jusqu'à ce que l'Iran soit libre. Eh bien, l'insensibilité de l'Europe qu'il a décrite, que ce soit envers nous, les Israéliens, ce que nous connaissons trop bien, ou envers le peuple iranien, ne pourrait vraiment pas être plus flagrante. Et il est temps que les gens arrêtent de prétendre qu'il existe une véritable alternative en Iran, car la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a personne en Iran que le peuple va accepter, ni un réformiste, et certainement pas un ultra-conservateur. Ces 2 étiquettes existent au sein du même système que les Iraniens risquent leur vie pour rejeter. Et après tout ce que le peuple iranien a sacrifié pour la liberté, des manifestations de masse aux exécutions, de l'emprisonnement à la torture, un seul nom est ressorti de façon constante. Il n'y a qu'un seul nom qu'ils scandèrent dans les rues, et ce nom était celui du prince héritier Reza Pahlavi.
Les sondages ont constamment montré qu'il est plus apprécié que toute autre personne, avec une avance de plus de 10 points à l'intérieur de l'Iran. Et ce soutien n'a fait qu'augmenter avec le temps. C'est précisément pour cette raison que l'obsession de vouloir le rabaisser est devenue tellement déconnectée de la réalité. Parce qu'elle est fondée sur des critiques recyclées et franchement illégitimes qui ne reflètent pas ce qu'il a réellement dit, ni ce que les Iraniens demandent réellement. La situation est claire. Un régime sans dirigeant établi, un président qui affirme une chose et une armée qui agit différemment. Vous avez des négociateurs incompétents et des gardiens de la révolution renforçant leur pouvoir partout. Donc, quand les gens parlent d'un accord, ils ignorent le problème le plus fondamental ici, à savoir un accord avec qui le signe, qui le fait respecter et qui contrôle les missiles le lendemain. Et en ce moment, il n'y a pas de véritable réponse à cette question qui ne ramène pas aux gardiens de la révolution. C'est pourquoi cela ne se termine pas, du moins pour l'instant, par la diplomatie. Cela se termine par un changement structurel. Tant que cela ne changera pas et que nous ne serons pas prêts, rien ne changera. Revenons donc au bon, au mauvais et au sordide de la semaine. On débute par la mauvaise histoire de la semaine pour finir sur une note positive avec une bonne histoire. Cette histoire touche directement à la crédibilité d'une grande organisation influente aux États-Unis lorsqu'il s'agit de définir et d'étiqueter l'extrémisme. Parce qu'un nouvel acte d'accusation fédéral a allégué cette semaine que le Southern Poverty Law Center a secrètement acheminé plus de 3 millions de dollars de fonds de donateurs vers des individus liés à des réseaux suprémacistes blancs et néo-nazis entre 2014 et 2023. Oui, vous avez bien entendu. Des groupes nazis. Selon le ministère de la Justice, ces paiements ont été versés à des personnes liées à des groupes tels que le KKK, les Aryan Nations, le Parti national socialiste d'Amérique. Également à des personnes liées à l'organisation d'événements comme le rassemblement Unite the Right de Charlottesville. L'acte d'accusation décrit également un réseau d'au moins 8 informateurs, dont certains ont reçu des centaines de milliers de dollars. L'une des sources néo-nazies aurait reçu plus d'1 million de dollars au fil du temps. Ce qui fait de cette affaire non pas un cas isolé, mais un système durable de relations financières avec des figures extrémistes, toutes financées par des donateurs qui pensaient donner de l'argent pour lutter contre l'extrémisme. Et au lieu de cela, cet argent était injecté dans les mêmes réseaux que l'organisation présentait publiquement comme une menace. Gardez à l'esprit que c'est la même organisation qui a passé des années à définir l'extrémisme aux États-Unis, à étiqueter des groupes, façonner la couverture médiatique et influencer les débats politiques. Et pourtant, selon les procureurs fédéraux, elle était en même temps financièrement impliquée avec ces éléments au sein même de ces mouvements. Une trahison totale de tout ce qu'ils représentent. Espérons qu'ils répondront devant la loi avec ce nouvel acte d'accusation. Passons maintenant à notre histoire la plus sordide de la semaine. La semaine dernière, j'ai parlé des horribles abus sexuels subis par des femmes de Gaza de la part du Hamas, mais cette semaine, la journaliste Nathalie Lise Bona du Daily Mail en a révélé encore plus. Le rapport recense des témoignages de familles de Gaza affirmant que leurs enfants ont subi des abus sexuels du Hamas ou de ses affiliés. Et lorsqu'elles ont essayé de demander de l'aide ou de s'exprimer, elles ont été confrontées à de l'intimidation et à des pressions pour garder le silence. Ces familles vivent sous un système où il n'existe aucun moyen clair ou sûr de signaler les abus. Parce que ce sont les mêmes réseaux qui régissent la vie communautaire, y compris les figures religieuses et les autorités locales, qui sont accusées, ce qui crée un environnement fermé où les allégations ne peuvent pas faire l'objet d'une enquête appropriée et où la peur des représailles empêche les victimes de se manifester. Regardez. Aloula m'a emmené au bain de l'université, il m'a enlevé mon pantalon et il a continué à me toucher. J'ai continué à résister. Puis il m'a menacée et m'a dit « Ne le dis à personne ». J'étais la première à y aller. L'un des gardiens m'a appelée. Je suis montée à l'étage. Il m'a enlevé mon pantalon et a commencé à faire des gestes obscènes. Ensuite, quelqu'un de la sécurité de l'université est arrivé. Alors j'ai remis mon pantalon et je me suis enfuie. Les parents interrogés dans ce même rapport ont également déclaré avoir été avertis de ne pas porter plainte et craindre des conséquences pour leur famille s'ils le faisaient. Ils ne l'ont pas fait, preuve d'un problème systémique. Ce n'est pas simplement un incident isolé, car cela suggère que même lorsqu'il y a des allégations de maltraitance, il n'existe aucun mécanisme pour demander des comptes ou de protection, même pour les enfants. Et pourtant, malgré la gravité de ces allégations, il n'y a pas eu de niveau d'attention ou d'activisme international comparable, aucune campagne de grande ampleur réclamant une enquête et aucune pression publique soutenue pour demander des comptes.
ce qui laisse un contraste très net entre les affirmations avancées sur les droits humains et la sélectivité avec laquelle ces revendications sont appliquées, particulièrement lorsque les allégations concernent un système que beaucoup ont choisi de présenter en termes politiques ou idéologiques plutôt que d'examiner sur la base de ce qui est rapporté de l'intérieur. Comme souvent, ce sont les civils, en particulier les enfants, qui perdent le prix. Pour finir sur une note positive, la bonne nouvelle cette semaine montre à quoi ressemble un redressement de trajectoire. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, les États-Unis commencent à traiter l'idéologie comme si elle comptait réellement. Surtout lorsque cette idéologie implique le soutien à des groupes terroristes désignés par les États-Unis et à des discours anti-américains qui visent à détruire la civilisation occidentale. De nouvelles directives du département de la Sécurité intérieure autorisent les agents de l'immigration à refuser les cartes de résidents permanents sur la base du soutien public à des groupes terroristes islamistes ou à des idéologies ouvertement anti-américaines, y compris des publications sur les réseaux sociaux qui font l'éloge de la violence, comme celle du Hamas, ou la justifient ou qui diffusent de la propagande attaquant directement et injustement Israël. Selon les documents examinés par le New York Times, ce n'est pas une zone grise. On dit aux agents de considérer ce type de comportement comme extrêmement négatif et de se concentrer spécifiquement sur les personnes qui ont participé activement aux manifestations sur les campus ou à des mouvements ayant basculé dans des actes antisémites et anti-américains. En d'autres termes, ce que les gens ont dit et fait publiquement, surtout au cours de l'année écoulée, est désormais réellement pris en compte. Et il était temps, car pendant des années, il y a eu cette étrange déconnexion, où les gens pouvaient ouvertement soutenir le Hamas, diffuser de la propagande anti-Israël ou participer à des mouvements qui justifient la violence contre les Américains. Et s'attendent quand même à être récompensés par un statut permanent aux États-Unis, comme si rien de tout cela ne reflétait qui ils sont ou ce qu'ils croient. Cette politique met fin à cette prétention et reconnaît un fait qui ne devrait pas être controversé. Si vous vous alignez publiquement avec des idéologies qui ciblent les Juifs ou défendent des groupes terroristes ou qui présentent la violence contre des citoyens américains comme justifiée, ce n'est pas simplement une simple expression politique isolée de tout contexte. C'est un signal. Les États-Unis ont tout à fait le droit de prendre ce signal au sérieux. Il ne s'agit pas de contrôler la pensée. Il s'agit de tracer une ligne entre la liberté d'expression et l'identification active à des mouvements qui célèbrent ou encouragent la violence et de dire très clairement qu'il y a des conséquences à cela lorsque vous demandez à résider de façon permanente aux États-Unis. Cela montre que l'époque où l'on ignorait ces menaces et cette rhétorique anti-américaine déguisée en activisme est révolue. Ce que vous dites et ce que vous soutenez devrait, et j'espère que c'est désormais le cas, avoir de réelles conséquences. Et sur ce, nous concluons pour cette semaine. Bien sûr, nous reviendrons la semaine prochaine avec d'autres histoires sur l'actualité régionale, l'évolution de la guerre contre le régime islamique et plus encore. Si vous avez une histoire à proposer, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Emily K. Schrader ou sur Instagram à Emily in Tel Aviv. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine ici sur Access of Truth sur JNS.